À peine avions-nous signé les papiers du divorce, que la famille de mon ex-mari trépignait déjà d'impatience, prête à emménager dans mon manoir à 3 millions d'euros. Quelle ne fut pas leur surprise quand, en ouvrant la porte, ils sont restés figés sur place. Avec un sourire arrogant, Damien m'avait jeté le certificat de divorce au visage. Il était absolument certain de jeter sa femme à la rue, pour ensuite installer toute sa famille dans ce luxueux manoir à 3 millions, afin de profiter de la vie. Mais ni lui ni sa mère ne se doutaient d'une chose. Derrière ce portail étincelant, ce n'était ni la soie ni le velours qui les attendait, mais un piège humiliant et douloureux, que j'avais personnellement préparé pour eux. Je suis sorti du tribunal d'instance, alors que le soleil de plomb parisien faisait fondre l'asphalte. L'air chaud, qui montait du sol, faisait trembler les fils de voitures, qui se pressaient dans toutes les directions. Mais, curieusement, je ressentais une grande fraîcheur intérieure. Dans ma main, je tenais le jugement de divorce, sur lequel l'encre n'était pas encore sèche. Cette fragile feuille de papier pesait des tonnes. Elle mettait un point final à 5 années de ma vie, passée en tant que belle-fille et épouse, une période remplie d'humiliation et de larmes. J'ai pris une profonde inspiration. Pour une raison quelconque, l'odeur de la pollution parisienne me semblait très agréable aujourd'hui. C'était le parfum de la liberté. J'ai réajusté mes grandes lunettes de soleil. Elles cachaient les cernes sous mes yeux, témoins des nuits blanches passées à préparer les documents. Enfin, j'étais libre. Des pas lourds derrière moi m'ont obligé à m'arrêter. Sans me retourner, je savais que c'était Damien. Son parfum hors de prix, étouffant et mélangé à l'odeur du tabac, m'avait oppressé pendant toutes ces années. Damien est arrivé à ma hauteur et s'est arrêté, allumant lentement une cigarette. Il a pris une profonde inspiration, puis a soufflé la fumée directement sur mon visage. Son arrogance n'avait pas changé d'un iota. Il m'a dévisagé de la tête aux pieds. Dans son regard, il n'y avait pas l'ombre d'une affection conjugale, mais seulement du mépris et un air de triomphe. Il a eu un petit rire narquois, et sa voix a résonné avec hauteur. « Véronique, je vois que tu rayonnes, avec ce certificat de divorce dans les mains. Nous verrons bien combien de temps durera ta joie. Sans moi, sans ce statut de femme de directeur, tu penses vraiment pouvoir garder ce manoir à 3 millions d'euros, situé en plein cœur de Neuilly-sur-Seine ?» Je suis restée silencieuse, me contentant d'esquisser un sourire en coin. Il me considérait toujours comme une poupée, belle mais inutile, posée dans une vitrine, qui n'existait que grâce à sa gloire. Il ne se doutait pas une seconde que c'était moi, en réalité, qui portait sur mes épaules toute cette fortune dont il se vantait si fièrement. Voyant que je ne répondais pas, Damien a pris encore plus d'assurance. Il s'est approché de moi, puis a baissé la voix, comme s'il m'accordait une immense faveur. « Je vais te dire une chose, une femme abandonnée, c'est comme de l'eau jetée par terre. Tôt ou tard, tu reviendras ramper à genoux, et tu me supplieras de te reprendre. Peut-être qu'à ce moment-là, en souvenir du bon vieux temps, je te jetterai quelques pièces pour survivre. Quant à la maison, tu peux garder cette boîte vide, car son âme est de toute façon entre mes mains. » J'ai plongé mon regard directement dans le sien. Mes yeux étaient étonnamment calmes. Auparavant, lorsqu'il haussait le ton, j'avais l'habitude de baisser la tête, dans le seul but de préserver la paix familiale. Mais aujourd'hui, cette femme soumise était morte. J'ai répondu calmement, en articulant clairement chaque mot. « Damien, merci pour ton inquiétude, mais tu ferais mieux de t'inquiéter pour toi-même. » À partir de cette minute, nos chemins se séparent, comme des navires en pleine mer. Quant à savoir si je pourrai garder la maison, comment je vais vivre, ou si je vais mourir, cela ne te regarde plus du tout. En disant cela, je me suis retournée, et j'ai marché vers le taxi qui m'attendait. Je ne voulais plus perdre une seule seconde de ma vie, avec cet homme méprisable. Assise dans la voiture, j'ai regardé dans le rétroviseur. J'ai vu que Damien était toujours là, donnant des coups de pied furieux dans le pneu de sa voiture. Il croyait toujours qu'il était le grand vainqueur, et que j'étais une misérable perdante, jetée à la rue. Il ne se doutait pas que la véritable tempête, pour lui et sa famille, ne faisait que commencer. Le taxi a démarré, laissant derrière lui cet imposant palais de justice, ainsi qu'un passé douloureux.
J'ai sorti mon téléphone, puis j'ai envoyé un court message à mon avocat, Maître Laurent, au tribunal, tout est terminé. Nous pouvons passer au plan B, cher maître. J'ai fermé les yeux, et je me suis adossé au siège. Les images des jours passés ont défilé devant mes yeux, comme dans un film au ralenti. Je revoyais ma belle-mère me faire des reproches, mon mari me méprisait. Je repensais à ma belle-sœur qui me volait, et à son frère qui m'accablait de ses dettes. Thérèse, la mère de Damien, était une femme d'une cupidité insatiable. En parole, elle adorait sa belle-fille, mais dans les faits, elle exigeait de l'argent à la moindre occasion. Céline, ma belle-sœur paresseuse, ne savait que s'acheter des vêtements de luxe, avec l'argent gagné par ma sueur et mon sang. Et puis il y avait Corentin, son frère, un joueur invétéré, criblé de dettes colossales. Ils s'étaient accrochés à moi comme des sangsues, aspirant toute mon énergie, tant morale que financière. Mais aujourd'hui, l'ancienne Véronique n'existe plus. Je vais leur donner une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Une leçon sur la loi du karma, une loi qu'ils ont oubliée depuis bien longtemps. J'ai souri, d'un sourire froid mais profondément satisfait. Le jeu ne fait que commencer. Pendant que je dégustais tranquillement un café amer, dans un petit bistrot familier, une tragicomédie soigneusement mise en scène se déroulait à l'autre bout de la ville. C'est mon ancienne voisine, Madame René, qui m'a raconté tout cela plus tard. Mais, grâce à ces descriptions pittoresques, je pouvais imaginer chaque détail, avec une telle clarté que j'avais l'impression d'y être. Dans un petit appartement de location, situé dans une ruelle bruyante, Thérèse dirigeait l'emballage des affaires de ses précieux enfants. Il régnait dans la maison une agitation digne d'un jour de marché. Thérèse, vêtue d'une robe de chambre en soie à fleurs, s'éventait tout en bousculant tout le monde à la hâte. Il faudra organiser une fête grandiose, pour que tout Neuilly entende parler de nous. Céline, rassemble tous les vêtements et les chaussures. Ne laisse absolument rien. Ces chiffons bon marché pourront toujours servir de serpillière là-bas. Il est hors de question de les laisser aux propriétaires. Corentin, qui fermait un carton avec du ruban adhésif, a éclaté de rire. Maman, ne t'inquiète pas. J'ai déjà tout prévu. Là-bas, dans le sous-sol, il y a énormément de place. Je vais y aménager une salle de jeu, j'installerai le meilleur système de karaoké, et j'inviterai tous mes amis. Ils vont mourir de jalousie. C'est ça, la vraie vie qui commence, maman. Céline, en train de se maquiller devant le miroir, rêvait à voix haute. Moi, je prendrai la chambre avec vue sur la Seine. Maman, la lumière y est parfaite. Je ferai des directs sur Instagram, et je tournerai des vidéos pour TikTok. Mes copines vont exploser de rage, quand elles verront que je vis dans un manoir à 3 millions d'euros. Thérèse a affiché un large sourire, dévoilant des dents jaunies par des cigarettes bon marché. Elle s'est tapée sur la cuisse, avec enthousiasme. Et comment? La maison de votre frère, c'est aussi ma maison, et la vôtre. Cette Véronique a été jetée dehors. Désormais, cette résidence appartient à notre famille, la famille Dubois. Je vivrai dans la chambre principale, au premier étage. Oui, celle-là même où cette Véronique refusait de me laisser entrer. Maintenant, si je veux dormir en travers du lit, je le ferai. C'est mon droit. La voix forte de Thérèse résonnait dans toute la cour. Les voisins, curieux, passaient la tête par la fenêtre. En voyant 2 gros camions de déménagement entrer dans la cour, bloquant ainsi le passage, quelques curieux ont interpellé la famille. Madame Dubois, où déménagez-vous avec autant de bruit? Avez-vous gagné au loto, pour louer de telles machines? Thérèse, profitant de l'occasion, a levé le nez au ciel, et a répondu avec une immense arrogance. Oh, vous savez, dans ce trou-à-rats, on étouffe, cher voisin. Mon fils, Damien, nous emmène tous vivre chez lui, à Neuilly-sur-Seine. C'est un manoir à 3 millions d'euros. 2000 mètres carrés, avec une piscine et un grand jardin. À partir d'aujourd'hui, nous faisons partie de la haute société. Nous n'allons plus nous entasser dans ce taudis. En entendant cela, tout le monde a écarquillé les yeux. Certains ont fait la moue,
d'autres ont secoué la tête, mais il y a aussi eu ceux qui ont loué sa chance avec admiration. Thérèse, entendant ces louanges, a fondu de plaisir, s'imaginant déjà en future impératrice. Les affaires étaient entassées dans les camions, formant de véritables montagnes. De la vieille serpillière au tapis déchiré, en passant par les bocaux de confiture et de choucroute, Thérèse avait ordonné de tout emporter. Elle estimait que le luxe était une chose, mais que l'économie primait avant tout. Nous allons apporter tout ça là-bas, comme ça, nous n'aurons pas besoin d'en acheter de nouveau. Et avec l'argent économisé, nous pourrons acheter de l'or, pour faire des envieux. Corentin et Céline, transpirant à grosses gouttes, portaient les cartons, mais un large sourire illuminait leur visage. Dans leur tête, ils s'imaginaient déjà mener une vie de roi, entourés de domestiques, avec un compte en banque illimité. Ils ne se doutaient pas un seul instant que ce voyage n'allait pas les mener au paradis. Bien au contraire, il allait leur infliger une leçon inoubliable, sur la cupidité et les illusions perdues. Les camions ont démarré, enveloppant la cour d'une épaisse fumée noire. Thérèse est montée dans la cabine du conducteur. Elle a fait un signe de la main au voisin, telle une reine de beauté. Adieu, cher voisin. Restez bien ici, moi, je pars profiter de la vraie vie. Le convoi s'est ébranlé, emportant avec lui les rêves de nouvelle vie du trio du bois, en direction de l'ouest parisien. Je restais assise dans le café, les yeux rivés sur ma montre. L'heure fatidique approchait à grands pas. J'ai pris une gorgée de café. L'amertume a lentement fondu sur ma langue, laissant place à un arrière-goût sucré. En effet, dans la vie, tout finit par se payer un jour. Et aujourd'hui, c'était le jour où je venais récolter mes dettes. Sur les coups de 14 heures, la canicule parisienne semblait faire fondre le décor. L'air était si lourd, si étouffant, qu'il en devenait difficile de respirer. 2 camions encombrants, chargés des biens et des rêves de la famille de Thérèse, ont pénétré avec fracas dans le lotissement huppé de Neuilly-sur-Seine. Les arbres verdoyants, qui bordaient la rue de chaque côté, ainsi que les somptueux hôtels particuliers, dissimulés derrière de hauts murs, ont laissé le trio sans voix. Corentin a passé la tête par la fenêtre. Ses yeux brillaient comme des phares. Il marmonnait tout seul, essayant d'estimer la valeur immobilière du quartier. Les camions se sont arrêtés, juste devant les grilles du manoir numéro 86. Le massif portail en fer forgé se dressait majestueusement, sous un soleil de plomb. Thérèse a bondi hors de la cabine, avec une agilité surprenante. Elle serrait fermement, dans sa main, un trousseau de vieilles clés. C'était un double, qu'elle avait fait faire en cachette, à l'époque où Damien vivait encore avec moi. Elle a donné un ordre au chauffeur, d'un ton autoritaire. Reculez les camions jusqu'au portail. Je vais ouvrir tout de suite, et vous pourrez vous garer directement dans la cour. Ça vous évitera de porter les meubles sur une longue distance. Ayant dit cela, elle s'est dirigée vers la grille d'un pas très décidé, avec l'allure d'un général venant de conquérir une forteresse. Thérèse a choisi la plus grande clé, puis a tenté de l'insérer dans la serrure du portillon. Mais, curieusement, la clé refusait d'entrer. Elle l'a tournée dans tous les sens, poussant de toutes ses forces, au point de tordre le métal. Pourtant, la porte est restée parfaitement immobile. C'est étrange, qu'est-ce qui se passe avec cette serrure aujourd'hui, a marmonné Thérèse, tandis que des gouttes de sueur perlaient sur son front. Céline, qui se tenait juste à côté, se rafraîchissant avec un mini-ventilateur, a râlé d'un ton capricieux. Maman, dépêche-toi, cette chaleur est insupportable. Tu as peut-être pris la mauvaise clé? Comment ça, la mauvaise clé? Je garde cette clé comme la prunelle de mes yeux, a répliqué Thérèse. Comment aurais-je pu me tromper? Elle a sûrement dû rouiller avec le temps. C'est alors que Corentin est sorti du véhicule. Impatient, il a bousculé sa mère sans ménagement. Maman, pousse-toi. Qu'est-ce qu'une faible femme comme toi peut bien y comprendre? Corentin a saisi le trousseau de clés, fermement décidé à faire usage de la force brute. Mais, en regardant la serrure de plus près, il est resté stupéfait. Là où se trouvait autrefois une serrure mécanique classique, brillait désormais un écran numérique. C'était un panneau noir, lisse,
moderne et froid, sans le moindre orifice pour y insérer une clé. Il s'agissait d'un système de sécurité intelligent, avec reconnaissance faciale et lecteur d'empreintes digitales. Je l'avais fait installer ce matin même, juste après l'audience au tribunal. « Maman, on est mal », a hurlé Corentin, la voix brisée par la colère. Cette garce de Véronique a changé la serrure. En entendant cela, Thérèse a sursauté, comme piquée par une guêpe. Elle s'est précipitée vers le boîtier électronique et a commencé à frapper dessus à coups de poing. Quoi? Elle a osé changer la serrure? Dans la maison de mon fils, elle a pris la liberté de changer les verrous. Ouvre immédiatement. En guise de réponse, bien évidemment, elle n'a obtenu que le silence froid du boîtier métallique, suivi d'un bip strident, signalant une erreur du système de sécurité. Le portail restait hermétiquement clos, rejetant froidement ses invités indésirables. La chaleur écrasante, combinée à cette immense frustration, a fait bouillir le sang dans les veines de Thérèse. Elle a commencé à perdre totalement le contrôle. Elle a violemment jeté les clés par terre. Ensuite, elle a agrippé les barreaux en fer forgé à deux mains, les secouant de toutes ses forces. « Véronique, sors de là. Pourquoi te caches-tu comme un rat? Ouvre-moi cette porte. Cette maison appartient à mon fils, Damien. Tu n'as aucun droit de m'empêcher d'entrer. » Les hurlements de Thérèse ont déchiré la tranquillité de ce quartier huppé. Céline, voyant la fureur de sa mère, s'est jointe à elle. Elle a retiré sa chaussure à talons aiguilles et a commencé à frapper les barreaux du portail avec. « Véronique, ne soyez pas si cruelle. Vous êtes divorcée, alors rendez cette maison à mon frère. S'approprier le bien d'autrui, c'est passible de prison, vous savez. » Les chauffeurs des camions, observant cette scène surréaliste, se contentaient de secouer la tête. L'un d'eux a allumé une cigarette, puis a crié. « Eh, la patronne, vous allez entrer ou pas? Dites-le nous, qu'on sache quoi faire. Avec une chaleur pareille, le compteur tourne pendant qu'on attend, vous savez. » Le simple mot d'argent a mis Thérèse encore plus hors d'elle. Elle s'est retournée, furieuse, et a hurlé sur le chauffeur. « Attendez. Dès que je serai à l'intérieur, je vous paierai le double. Mais pour l'instant, fermez-la, et laissez-moi régler son compte à cette renarde. » Thérèse s'est de nouveau tournée vers le portail. Cette fois, au lieu de secouer les grilles, elle s'est mise à ramasser des cailloux sur le bas-côté. Elle les jetait violemment par-dessus la clôture, accompagnant ses gestes des pires insultes qu'elle pouvait imaginer. Ses rêves de fraîcheur, dans une pièce climatisée, s'étaient évaporés. Ils avaient laissé place à la rage d'une personne avide, à qui l'on venait d'arracher un morceau de choix, directement sous le nez. Le vacarme devant le manoir numéro 86 a rapidement attiré l'attention de tout le voisinage. Dans ce quartier chic, le calme et l'intimité étaient primordiaux. Les actions de la famille Dubois résonnaient donc comme une explosion dans une bibliothèque. Une voiturette électrique, appartenant au service de sécurité de la résidence, s'est lentement approchée. 2 agents de sécurité, vêtus d'uniformes impeccables, en sont descendus. L'un d'eux, jeune et athlétique, s'est approché de Thérèse, et s'est adressé à elle poliment. « Madame, nous sommes dans un complexe résidentiel privé, où le calme est exigé. Nous vous prions de bien vouloir respecter l'ordre. Si vous avez un litige quelconque, veuillez le régler au poste de police, ou appeler le propriétaire de la maison pour discuter de manière civilisée. Ne criez pas, et ne jetez pas de pierres. Vous dérangez les autres résidents. » Thérèse, déjà à bout de nerfs, a perçu l'arrivée de la sécurité comme une opportunité de déverser toute sa colère. Elle a posé ses mains sur ses hanches, et s'est jetée sur le jeune garde, en postillonnant de rage. « Qui es-tu pour me faire la morale? Je suis la mère du propriétaire de cette maison. Je suis chez moi. En quoi ça te regarde? Vous n'êtes que des chiens de garde. Pourquoi vous aboyez, alors que vous ne savez rien du tout? » L'agent de sécurité a froncé les sourcils. Il s'efforçait de garder son calme, face à une telle vulgarité. « Je vous demande de parler poliment, madame. Nous faisons simplement notre travail, pour garantir la tranquillité des lieux.
Actuellement, la propriétaire, Madame Véronique, est soit absente, soit elle refuse de vous ouvrir. Vous n'avez aucun droit de dégrader cette propriété, ni de troubler l'ordre public. Corentin, voyant qu'on manquait de respect à sa mère, est entré dans une colère noire. Il a retroussé ses manches, exhibant ses tatouages, et a violemment bousculé l'agent. « Et, tu cherches les ennuis ? Je suis le frère du propriétaire de cette baraque. Ma maison, mes règles. Si je veux crier, je crie. Si je veux casser, je casse. Essaie un peu de me toucher, pour voir. Dès demain, je te fais virer. » Le garde a fait un pas en arrière pour garder l'équilibre. Il a porté la main à sa radio, et sa voix s'est faite beaucoup plus sévère. « Je vous ordonne de garder vos distances. Si vous continuez à agresser un agent de sécurité, nous serons contraints d'utiliser la force et d'appeler immédiatement la police. » Devant l'agressivité de Corentin, et sentant le vent tourner, Thérèse a changé de stratégie. Passant de l'attaque à la victimisation, elle s'est brusquement effondrée par terre. Elle s'est mise à convulser, imitant un poisson hors de l'eau. Elle pleurait, gémissait, et ses cris de détresse résonnaient dans toute la rue. Oh, braves gens, regardez ça. Les gardes de ces riches bourges frappent les personnes âgées. Ils se sont ligués avec cette garce de belle fille, pour martyriser une pauvre belle-mère. Mon Dieu, y a-t-il encore une justice en ce monde ? J'ai élevé mon fils, sa femme lui a volé sa maison, et maintenant, elle paie des brutes pour me tabasser. Céline, admirant le jeu d'actrice magistrale de sa mère, a rapidement sorti son smartphone. Elle a lancé une vidéo en direct sur Instagram, parlant à toute vitesse. Les amis, s'il vous plaît, partagez cette vidéo au maximum. Regardez comment les riches et leur sécurité s'en prennent aux gens simples. Ma mère s'est évanouie. Mon ex-belle-sœur, Véronique, a confisqué nos biens, et elle a engagé des voyous pour passer ma mère à tabac. Cette scène digne d'un cirque n'a suscité qu'un profond dégoût, teinté d'incompréhension, chez les riches voisins. Quelques dames, qui promenaient leurs petits chiens, ont fait un grand détour pour les éviter, se pinçant le nez. Elles chuchotaient entre elles. Mais qui a pu hériter d'une belle famille aussi affreuse ? On raconte que c'est l'ancienne famille de Véronique. C'est une femme si charmante, comment a-t-elle pu s'embourber dans un tel pétrin ? Eh bien, la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Vu la façon dont ils font un scandale en pleine rue, on devine tout de suite à qui on a affaire. Ignorant les regards emplis de mépris, Thérèse continuait de se rouler par terre. Sa tenue en soie fine était couverte de poussière, ses cheveux étaient complètement ébouriffés. Elle s'imaginait que, si elle faisait un tel scandale pour me salir publiquement, je finirais par apparaître et ouvrir la porte. Mais elle se trompait lourdement. Je n'avais pas la moindre peur de perdre la face, à cause de la fausse respectabilité de sa famille. Aujourd'hui, j'allais arracher cette mascarade, à la vue de tous. J'observais toute la scène grâce aux caméras de vidéosurveillance. Elles étaient reliées à mon téléphone, pendant que j'étais confortablement assise dans ce bistrot frais, situé non loin de là. En regardant la comédie grotesque que jouait mon ex-belle-mère, je ne ressentais plus qu'une envie de rire. Fini la peur ou le respect que j'éprouvais pour elle autrefois. L'impudence humaine n'a décidément aucune limite. Le garde de sécurité, constatant que la situation dégénérait totalement, a pressé le bouton de sa radio. Poste central, ici la patrouille. Appelez immédiatement la police nationale. Intervention au lot 86. Trouble à l'ordre public, diffamation, et agression sur agent. C'est une urgence. Il n'a pas fallu 10 minutes pour que les sirènes hurlantes d'une voiture de police viennent interrompre la représentation théâtrale de Thérèse. Le véhicule de patrouille bleu et blanc a freiné brusquement, juste devant l'attroupement. 3 policiers en uniforme sont descendus de la voiture. Leur visage était sévère, respirant l'autorité. À leur tête se trouvait le capitaine Martin, un homme bien connu dans le secteur pour son intransigeance et son sens de la justice. Il a balayé la scène du regard. Thérèse gémissait toujours sur le sol. Corentin se tenait debout, les mains sur les hanches, le visage écarlate de colère.
Céline continuait de filmer la scène avec son téléphone, pendant que les deux agents de sécurité maintenaient un périmètre de défense. Que se passe-t-il ici? Quel est ce vacarme? A demandé le capitaine Martin, d'une voix grave et portante. En voyant les forces de l'ordre, Thérèse a semblé retrouver une énergie nouvelle. Elle a bondi sur ses pieds à une vitesse folle, comme si elle ne s'était jamais évanouie. Elle s'est précipitée vers le capitaine Martin, s'agrippant à la manche de son uniforme, et s'est mise à pleurer à chaudes larmes. Monsieur l'agent, je vous en supplie, sauvez notre famille. C'est d'une injustice terrible. La maison que mon fils a achetée, avec l'argent gagné à la sueur de son front, sa femme l'a volée par escroquerie. Maintenant, elle a changé les serrures. Elle a jeté sa belle-mère et ses enfants dehors, en pleine canicule. Et en plus, elle a lâché ses agents de sécurité pour me battre, moi, une pauvre vieille femme sans défense. Le capitaine Martin a doucement, mais fermement, dégagé son bras, rétablissant une distance de sécurité. Madame, calmez-vous. Expliquez les faits dans l'ordre, et je vous prie de vous redresser. Il est inutile de vous accrocher à mon uniforme. Il y a des caméras de vidéosurveillance absolument partout ici. Nous allons réquisitionner les enregistrements, et nous verrons bien qui a frappé qui, et qui dit la vérité. Il ne sert à rien de proférer de fausses accusations. En entendant parler de caméras, Corentin a perdu de sa superbe, et a fait un pas en arrière. Mais Thérèse, elle, s'entêtait de plus belle. Quelles caméras? Ce sont leurs caméras, ils peuvent tout falsifier. Vous devez nous croire, nous, les petites gens. Je veux entrer dans la maison de mon fils. Obligez cette Véronique à m'ouvrir la porte. Le capitaine Martin s'est alors tourné vers l'agent de sécurité. De quoi s'agit-il exactement? L'agent a fait son rapport, de manière concise et professionnelle. Mon capitaine, ce groupe d'individus est arrivé à bord de 2 camions, et ils ont tenté de forcer la serrure. N'y parvenant pas, ils ont commencé à troubler l'ordre public, en hurlant et en jetant des pierres sur la propriété. Lorsque nous leur avons fait un rappel à l'ordre, ce jeune homme a bousculé mon collègue, et cette dame a piqué une crise d'hystérie. La propriétaire des lieux, Madame Véronique, ne répond pas. Le capitaine Martin a hoché la tête, avant de se tourner vers la famille de Thérèse. Sa voix était devenue tranchante comme de l'acier. Je vous ordonne de présenter vos pièces d'identité. Et surtout, vous affirmez qu'il s'agit de la maison de votre fils. Avez-vous des documents officiels prouvant son titre de propriété, ou un justificatif de domicile prouvant que vous résidez à cette adresse? Thérèse est restée sans voix. Les documents de la maison, c'était moi qui les avais toujours gardés. Damien n'y avait jamais touché. De plus, son adresse officielle, tout comme celle de ses enfants, était enregistrée dans son petit village de campagne, ou dans son appartement de location, mais certainement pas dans ce manoir. Mais c'est la maison de mon fils. Je suis sa mère. C'est tout naturel que j'ai le droit d'y entrer. Pourquoi demander des papiers? La conscience et la justice, ça se trouve dans le cœur, pas sur des bouts de papier, a-t-elle bafouillé, essayant de se sortir de ce mauvais pas. Madame, nous appliquons la loi, a rétorqué le policier. Sans documents officiels pour prouver vos dires, vos actes sont considérés comme une tentative d'effraction et de violation de domicile, couplée à un trouble de l'ordre public. J'exige que vous et votre famille quittiez les lieux immédiatement, et que vous déplaciez ces camions. Si vous continuez à faire un esclandre, nous serons obligés de vous emmener tous au poste de police, afin de dresser un procès-verbal. Corentin, voyant que la situation tournait au vinaigre, est intervenu. Il a radouci son ton, adoptant une attitude plus conciliante. Chef, soyez compréhensif. Ma mère est vieille, elle perd un peu la tête. Mais c'est vraiment la maison de mon grand frère, Damien Dubois. Il est en plein divorce avec sa femme. Et cette vipère a sournoisement changé la serrure. On est de la famille. Laissez-nous juste entrer pour attendre Damien. Il va arriver, et il réglera tout ce bazar. Il n'y a pas de « soyez compréhensif » qui tienne, l'a coupé le capitaine Martin. Le partage des biens, après un divorce, c'est l'affaire de la justice.
En l'absence d'une décision judiciaire définitive, ou sans l'accord explicite du propriétaire actuel, vous n'avez absolument pas le droit de vous introduire ici. C'est précisément à cet instant chargé de tension, alors que Thérèse se préparait à entamer le deuxième acte de son drame, qu'un luxueux taxi blanc s'est garé à côté du véhicule de police. La portière s'est ouverte, et un pied chaussé d'un élégant escarpin à talons aiguilles s'est posé sur l'asphalte. C'était moi. Je suis sortie de la voiture. Je portais un élégant tailleur bleu marine, tenant un épais dossier rempli de documents dans mes bras. J'ai retiré mes lunettes de soleil, puis j'ai regardé droit vers cette foule agitée. Mon regard perçant a glissé sur les visages abasourdis de Thérèse, Céline et Corentin. J'ai esquissé un sourire poli. Mais, avec une posture pleine d'autorité, je me suis dirigée directement vers le capitaine Martin. « Bonjour, messieurs les agents. Bonjour à tous. Je suis Madame Véronique, l'unique et légale propriétaire de ce manoir. Que se passe-t-il ? Pourquoi tout ce monde est-il rassemblé devant chez moi ? » Thérèse, en me voyant, a réagi comme si elle venait d'apercevoir son pire ennemi. Elle a pointé son doigt noueux dans ma direction et s'est mise à hurler. « Ah ! Te voilà enfin, espèce de vipère ! Ordonne immédiatement à la police de m'ouvrir le portail. Tu as vraiment cru que tu pouvais voler la maison de mon fils ? » Je n'ai même pas daigné lui accorder un regard. Je me suis contentée de tendre calmement mon dossier au capitaine Martin. « Mon capitaine, voici le titre de propriété, établi à mon seul nom. Vous trouverez également un contrat certifié par un notaire, stipulant que ce bien constitue mon patrimoine propre, car il a été acquis avant notre mariage. Enfin, voici le jugement de divorce, qui a force de choses jugées depuis 3 jours. Cette maison m'appartient dans sa totalité. Elle n'a strictement aucun lien avec Monsieur Damien Dubois, ni avec sa famille. » Le capitaine Martin a pris le dossier. Il a minutieusement examiné chaque page, puis a hoché la tête en signe d'approbation. Ce simple geste a fait l'effet d'une énorme bassine d'eau glacée, déversée directement sur la tête du trio Dubois. Il a éteint, en 1 seconde, les flammes de la cupidité qui brûlaient en eux. L'ambiance, devant les grilles du manoir, était à son comble. Mon arrivée impériale, avec ce dossier blindé de documents juridiques, avait complètement renversé le rapport de force. Je me tenais droite, la tête haute. J'affrontais fièrement les regards haineux de mon ex-belle-mère, ainsi que la curiosité grandissante des voisins. Le capitaine Martin étudiait attentivement l'acte de propriété. Il a vérifié les informations d'identité, la photographie, puis a lu avec soin la clause relative à l'origine des fonds. Le temps semblait s'être figé, uniquement rythmé par les battements de cœur frénétiques du trio Dubois. Après cette vérification rigoureuse, le capitaine Martin a refermé le document. Il me l'a rendu, puis s'est tourné vers Thérèse, le visage dur et le regard intransigeant. Il a déclaré d'une voix forte. « Madame Dubois, et vous, les jeunes, écoutez-moi bien. J'ai procédé aux vérifications. Tous les documents sont parfaitement en règle. Ce manoir est la propriété personnelle et exclusive de Madame Véronique. Ce bien immobilier a été acheté et enregistré avant la célébration de son mariage. Par conséquent, il ne fait pas partie des biens communs des époux. En conclusion, ni Monsieur Damien Dubois, ni aucun membre de sa famille n'ont le moindre droit sur cette maison, sans le consentement explicite de Madame. » Les paroles du capitaine ont résonné comme un coup de tonnerre, assommant littéralement Thérèse. Son visage est passé du pourpre à une pâleur cadavérique. Sa bouche s'est ouverte, mais elle n'a pas pu articuler le moindre son. Corentin et Céline ont échangé un regard perdu. Leur rêve d'une nouvelle vie de milliardaire, à peine éclos, venait d'être brisé avec une violence inouïe. Pourtant, poussée par sa cupidité viscérale et son entêtement légendaire, Thérèse n'allait pas abandonner la partie aussi facilement. Elle a levé la tête, et s'est mise à crier de plus belle. « C'est impossible, monsieur l'agent, vérifiez encore une fois. Cette renarde a sûrement falsifié ses documents. Mon fils est un grand directeur. Il brasse des millions. Il est impossible qu'il n'ait pas de part dans une maison aussi gigantesque. C'est une escroc. Elle a berné toute notre famille.
J'ai éclaté de rire, effaré par un tel culot. Je l'ai regardé droit dans les yeux, puis j'ai répondu avec un calme glacial. Thérèse, rafraîchissez donc votre mémoire. Il y a 5 ans, quand j'ai épousé votre fils Damien, il n'était qu'un modeste employé. Il avait un salaire de misère, qui lui suffisait à peine pour vivre. Il était criblé de dettes, jusqu'au cou, à cause de son addiction aux jeux d'argent. Les fonds utilisés pour éponger ses dettes, c'était mon argent. Le capital de départ pour fonder son entreprise, c'était aussi mon argent. Cette maison, je l'ai achetée grâce à un héritage que m'ont laissé mes parents. Tout est certifié devant notaire, validé par l'administration, et il y a même la signature de votre fils sur le contrat de séparation des biens. Voulez-vous jeter un œil à la précieuse signature de votre fils chéri? Thérèse s'est tue, soudainement muette. Elle connaissait parfaitement le passé sombre de son fils, mais sa cupidité l'aveuglait. Elle préférait occulter cette vérité gênante. Elle a lancé un regard suppliant à Corentin, mais ce dernier se contentait de baisser la tête, donnant des coups de pied dans les cailloux au sol. Le capitaine Martin est intervenu à nouveau. Sa voix était devenue encore plus autoritaire. Madame Dubois, je vous avertis pour la toute dernière fois. Si vous contestez ces documents, libre à vous de déposer une requête devant le tribunal civil. Mais dans l'immédiat, au regard de la loi et pour le maintien de l'ordre public, Madame Véronique est la seule propriétaire légitime. Le fait d'ameuter les foules, de troubler l'ordre public, et de tenter de vous introduire par effraction chez autrui, constitue une série d'infractions pénales. Je vous ordonne de vous disperser sur le champ. Si vous persistez, nous vous embarquons tous au poste, et je vous dresse une contravention de 5e classe. La foule des badauds a commencé à commenter la scène à voix haute, accablant la famille de Thérèse de moqueries et de reproches. Non mais vous y croyez, vous? Ils sont venus voler la maison de la belle-fille. Plus on est vieux, moins on a de jugeote, on dirait. La cupidité ne mène jamais à rien de bon. Eh bien, bravo Véronique. Elle a supporté ça pendant des années, et maintenant, elle donne le coup de grâce. Ces chuchotements, acérés comme des aiguilles, s'enfonçaient profondément dans l'ego meurtri de Thérèse. En regardant autour d'elle, elle a compris que personne ne la soutenait. Surtout, elle a vu la détermination implacable des forces de l'ordre. Elle a réalisé que ni son arrogance, ni ses fausses larmes, ne changeraient l'issue de la situation. Mais elle ne pouvait s'y résoudre. Ses yeux fuyants cherchaient désespérément un nouveau prétexte pour faire un scandale. Et elle a fini par le trouver. Thérèse s'est redressée, a épousseté la saleté sur ses vêtements, puis m'a toisé avec un regard chargé de haine. Très bien, c'est ta maison. Garde-la. Mais les affaires de mon fils, ses vêtements, ses livres, ses objets de valeur. Tout est resté à l'intérieur. Je dois entrer pour récupérer ses biens. Ou alors, as-tu prévu de voler jusqu'au caleçon de ton ex-mari? Espèce d'effrontée. J'ai haussé un sourcil. Elle voulait à tout prix entrer dans la maison? Très bien. Je m'étais préparé depuis longtemps à cette éventualité. Si elle voulait voir de ses propres yeux, j'allais lui montrer. Je voulais qu'elle ressente la déception ultime, la désillusion totale. À peine Thérèse avait-elle terminé sa phrase que Céline et Corentin ont pris le relais. Corentin s'est précipité vers moi, pointant un doigt accusateur. C'est vrai, ça. Mon frère a vécu ici pendant des années. Il y a laissé un paquet de trucs hors de prix. Son écran plat de 100 pouces, qu'il s'est acheté. Son système audio à 10 000 €. Et sa cave avec ses bouteilles d'alcool de collection. N'essaie pas de tout rafler pour toi. Ouvre cette porte, on va récupérer les affaires de mon frère. Céline, avec la même insolence, a ajouté. Et tous les sacs de luxe que Damien m'a offerts, vous les avez gardés pour vous? C'est ça? Rendez-les-moi immédiatement. J'ai posé les yeux sur ce trio pathétique, et j'ai ricané intérieurement. Il s'imaginait sérieusement que le manoir était resté tel qu'il l'avait connu la veille. Il me prenait pour une idiote, pensant qu'après le divorce, je laisserais tous mes biens à leur merci, prêts à être pillés. Je me suis tourné vers le capitaine Martin,
avec un sourire parfaitement poli. Mon capitaine, afin d'éviter toute accusation fantaisiste de vol concernant les affaires de mon ex-mari, j'accepte de les laisser entrer. Ils pourront vérifier par eux-mêmes. Et emporter les effets personnels de Monsieur Dubois. Je veux en finir avec cette histoire, une bonne fois pour toutes. Je vous demande, ainsi qu'aux voisins ici présents, de bien vouloir servir de témoin. Le capitaine Martin a hoché la tête avec approbation. C'est parfait. Si vous y consentez, c'est la meilleure solution. Entrez, prenez ce qui vous appartient, et quittez les lieux dans le calme. Je vais demander à l'un de mes agents de vous accompagner, pour s'assurer que tout se passe bien et éviter le moindre débordement. En entendant ces mots, les yeux de Thérèse se sont illuminés comme des phares dans la nuit. Elle a fait un clin d'œil complice à Corentin et Céline, le visage rayonnant de triomphe. Ils étaient sans doute déjà en train d'élaborer des plans machiavéliques. Ils devaient se dire qu'une fois à l'intérieur, ils se barricaderaient pour ne plus jamais ressortir. Ou qu'à défaut, ils rafleraient tous les objets de grande valeur dont Damien aimait tant se vanter. Voilà qui est beaucoup mieux. Ouvre cette porte, et que ça saute, a hurlé Thérèse, trépignant d'impatience. Je me suis approché lentement des grilles du portail. J'ai sorti mon smartphone, et j'ai ouvert l'application de contrôle domotique. D'une simple pression sur l'écran, un petit clic numérique s'est fait entendre, déverrouillant la serrure électronique. Le lourd portail en fer forgé s'est mis à s'ouvrir, avec une majestueuse lenteur. Je me suis écarté, pour leur faire un geste d'invitation. Le sourire qui ornait mon visage était probablement le plus énigmatique, et le plus indéchiffrable, qu'ils n'aient jamais vu de leur vie. Je vous en prie, Thérèse, et vous aussi les enfants. Entrez, et ouvrez bien grand vos yeux. N'oubliez pas d'inspecter le moindre recoin. Sans prêter la moindre attention à mon ton sarcastique, la famille Dubois s'est engouffrée à l'intérieur. Ils n'ont même pas attendu que le portail soit complètement ouvert. Corentin courait en tête, suivi de près par Céline et Thérèse, qui boitaient légèrement. Les chauffeurs et les déménageurs jetaient des regards curieux, attendant les instructions. Ils ont traversé l'immense jardin au pas de course. Moi, je marchais derrière eux, d'un pas lent et mesuré, accompagné par le jeune policier. J'observais leur précipitation avide, avec un profond sentiment de pitié. Ils couraient tout droit vers une désillusion brutale. Corentin a été le premier à poser la main sur la poignée de la porte d'entrée principale. Il a tiré d'un coup sec. Elle n'était pas verrouillée. Il a poussé les lourds battants en chêne massif et a crié de toutes ses forces. « On est à l'intérieur, maman. On a repris la maison. Les gars, amenez les cartons ici. On va commencer par sortir le salon d'antiquaire. » Thérèse, le souffle court, est arrivée en courant, arborant un sourire jusqu'aux oreilles. La grande télé, la télé incurvée du salon est à moi. Si quelqu'un y touche, je lui brise les doigts. Ils ont fait irruption dans la maison, avec la rage aveugle de pilleurs. Mais la seconde suivante, leurs cris se sont tus brutalement. Soudain, un silence de mort s'est abattu sur les lieux. Au lieu du piétinement et du vacarme d'objets qu'on traîne, je n'ai plus entendu que des respirations saccadées et des pas hésitants, remplis d'incertitude. J'ai gravi les marches du perron, je me suis arrêté sur le seuil de la porte, et, croisant les bras sur ma poitrine, j'ai regardé à l'intérieur. Devant moi, 3 silhouettes se tenaient pétrifiées, au beau milieu de l'immense salon. Leur dos était raide, tendu, comme s'ils venaient de voir un fantôme en plein jour. Le meilleur acte de mon spectacle venait tout juste de commencer. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les immenses baies vitrées. Il inondait le manoir d'une lumière éclatante, dévoilant ainsi la vérité nue et d'une cruauté absolue. L'immense salon, d'une superficie de plus de 100 mètres carrés, autrefois meublé avec un luxe inouï, n'était plus qu'un vide béant. Il n'y avait plus le fameux canapé italien importé, sur lequel Thérèse aimait tant s'asseoir en croisant les jambes. Il n'y avait plus la gigantesque télévision incurvée, fixée sur son mur en marbre. Il n'y avait plus le moelleux tapis persan, ni les vases anciens, ni les tableaux de maître. Absolument tout avait disparu. Il ne restait que 4 murs blancs, désespérément froids, et un sol en granit étincelant.
Ce sol ne faisait que refléter les visages totalement décomposés de la famille de mon ex-mari. La maison résonnait d'un vide lugubre et glacial. Thérèse s'est frotté les yeux, persuadée d'avoir des hallucinations à cause de la chaleur écrasante. Elle a parcouru le salon en courant, tâtant les murs nus, à l'endroit exact où pendaient autrefois les riches décorations. Les meubles. Mais où sont passés tous les meubles, a-t-elle balbutié, la voix tremblante de panique. Corentin, n'en croyant pas ses yeux, a foncé vers la cuisine. J'ai entendu le vacarme des portes de placard qu'il ouvrait à la volée, et des tiroirs qu'il tirait violemment. Maman, il n'y a rien dans la cuisine non plus. Le frigo géant, le grand four, le lave-vaisselle. Il ne reste même pas une cuillère ou une fourchette, nous est parvenue sa voix, empreinte de terreur. Pendant ce temps, Céline avait couru vers l'étage. Le bruit de ses talons claquant sur les marches en bois massif résonnait lugubrement dans l'escalier. Un instant plus tard, son cri perçant est descendu du premier étage. Mon Dieu, les chambres sont complètement vides. Le grand lit king size, les armoires, la coiffeuse. Elle a tout vidé. Il ne reste pas un seul cintre dans le dressing. Je me tenais debout, adossé à l'encadrement de la porte. Je regardais Thérèse, qui, plantée au milieu de ce salon désert, pointait un doigt tremblant dans ma direction. Toi. Où as-tu caché tout ça? Que as-tu fait des biens de mon fils? Je suis entré dans la pièce. Le claquement de mes talons sur le granit résonnait de manière nette et glaciale. Je l'ai regardé droit dans les yeux, et j'ai répondu avec un calme olympien. Thérèse, vous faites fausse route. Absolument tout dans cette maison, du téléviseur jusqu'au canapé, a été acheté avec mes économies, et toutes les factures ont été établies à mon nom. Avant l'officialisation de ce divorce, j'ai tout vendu. J'ai tout revendu sur Le Bon Coin, où je les ai déposés chez des antiquaires. Je me suis débarrassé de tout ce qui me rappelait cette vie. Désormais, cette maison est, au sens strict du terme, 4 murs et un toit pour dormir. En entendant ces révélations, Thérèse a bien failli perdre connaissance. Elle a porté la main à sa poitrine, le souffle coupé, et s'est effondrée sur le sol glacial en granit. Il n'y avait de toute façon plus aucun siège pour s'asseoir. Tu es un monstre de cruauté. Et où sont les affaires de Damien? Ces beaux vêtements? Oh, ces vieux vêtements usés, et tout le bric-à-brac qu'il a laissé traîner? J'ai fait un geste de la main en direction de l'arrière-cour. J'ai entassé tout ça dans de grands sacs poubelles noirs, et je les ai balancés dans un coin du jardin. Vous pouvez très bien aller fouiller là-bas, et récupérer ce qui vous intéresse. Mais à l'intérieur de cette maison, il n'y a plus rien qui ait le moindre rapport avec votre famille. Corentin est sorti de la cuisine. Son visage était tordu par une rage indicible. Il a contemplé cette immense maison vide, pleurant intérieurement cette fortune immense qui, pensait-il, était déjà sienne. Bon sang, tu as fait fort, a-t-il grogné. Tu as décidé de jouer sale? Je ne te crois pas. Tu as sûrement caché l'argent liquide et les bijoux en or dans le coffre-fort, dans la suite parentale. En criant ces mots, telle une bête enragée, Corentin a bondi vers les escaliers. Je n'ai même pas cherché à le retenir. Qu'il aille vérifier par lui-même. Le coffre-fort encastré dans le mur, je l'avais laissé grand ouvert. À l'intérieur, il n'y avait que le vide, et une fine couche de poussière. Quelque temps plus tard, le trio s'est de nouveau réuni dans le salon. Ils étaient tous épuisés, hagards, et trempés de sueur. La déception et la défaite se lisaient clairement dans leurs yeux exorbités. Ils avaient dépensé une fortune pour louer des camions. Ils avaient fait un scandale retentissant, ameutant tout le quartier. Ils s'étaient bercés de rêves de grandeur. Et tout ça, pour un zéro pointé. Ce manoir de 3 millions d'euros ne leur paraissait plus être qu'une gigantesque grotte, totalement inutile. Thérèse m'a dévisagé, avec une haine farouche. Quelle femme perfide tu fais. Je ne m'attendais pas à ce que tu calcules ton coût avec une telle précision. J'ai haussé les épaules, l'air indifférent. J'ai simplement fait le grand nettoyage pour entamer une nouvelle vie. Les personnes indignes sont parties.
Leurs affaires devaient naturellement suivre le même chemin, pour ne plus polluer ma vue. Pendant qu'il bouillait littéralement de colère, la chaleur étouffante de l'après-midi a commencé à s'emparer de la maison, hermétiquement fermée. Les immenses baies vitrées avaient transformé le manoir en une gigantesque serre. Elle absorbait les rayons du soleil, sans laisser aucune issue à la chaleur accumulée. Des gouttes de sueur ruisselaient sur le front de Thérèse. Leur véritable cauchemar ne faisait que commencer. La canicule d'un mois de juillet en région parisienne n'est pas à prendre à la légère. La température extérieure frôlait les 35 degrés. À l'intérieur de ce manoir entièrement vitré, il faisait encore bien plus chaud. L'air, lourd et raréfié en oxygène, rendait la respiration particulièrement pénible. Céline, habituée au luxe et à la climatisation, souffrait plus que quiconque. L'épaisse couche de maquillage sur son visage commençait à couler, se mélangeant à sa sueur. Son luxueux chemisier en soie collait désagréablement à son dos. Il fait trop chaud. Pourquoi il fait aussi chaud dans cette maison? On se croirait dans un hammam. Corentin, allume la climatisation, dépêche-toi, a-t-elle pleurniché. Corentin, déjà sur les nerfs, est parti chercher la télécommande centrale à contre-cœur. Il s'est approché du panneau de contrôle de la domotique et a commencé à marteler les boutons avec une fureur aveugle. Mais en réponse, il n'a obtenu qu'un silence de mort. Pas le moindre bourdonnement habituel du moteur, ni le moindre souffle d'air frais. L'écran de contrôle restait désespérément noir. Mince, pourquoi ça ne marche pas? C'est cassé ou quoi? Corentin a donné un violent coup de poing dans le panneau mural. Céline, incapable de supporter cette chaleur suffocante, a couru vers les toilettes du rez-de-chaussée pour s'asperger le visage. Elle a ouvert le robinet à fond. Mais du tuyau n'est sorti qu'un étrange gargouillis sec, suivi de la chute de 2 pauvres gouttes d'eau trouble. Il n'y a pas d'eau, a-t-elle hurlé depuis la salle de bain. Maman, on n'a plus d'eau. J'ai soif, je crève de chaud. Je vais mourir ici. Thérèse, qui était assise par terre, trempée de sueur de la tête aux pieds, a cédé à la panique en entendant les cris de sa fille bien-aimée. Elle s'est tournée vers moi et s'est mise à crier. Véronique, qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi l'électricité est coupée, et pourquoi l'eau ne coule plus? Tu as l'intention de nous assassiner, c'est ça? Je me tenais adossée contre le mur, m'éventant paresseusement avec un petit éventail, que j'avais pris soin de sortir de mon sac à main. Ma sérénité absolue contrastait violemment avec leur apparence pitoyable. J'ai regardé Thérèse, et je lui ai répondu avec un calme imperturbable. Vous êtes bien curieuse. J'ai déménagé, c'est un fait. Dans une maison vide, il est tout naturel de couper l'électricité et l'eau. D'une part pour faire des économies, et d'autre part pour assurer la sécurité incendie. Hier, j'ai appelé EDF et Veolia. Je leur ai demandé de résilier tous mes contrats, et de suspendre la fourniture de tous les services. Tu. Thérèse a suffoqué de rage. Son doigt, pointé vers moi avec insistance, se mettait à trembler. Désormais, ce n'est plus qu'une vulgaire boîte vide. Sans lumière, sans eau courante, sans la moindre connexion Internet. Si vous souhaitez rester ici, et profiter pleinement de cette chaleur tropicale, je vous en prie, faites comme chez vous. Je n'y vois aucune objection. Ah, oui, j'allais oublier. Soyez très prudents. Cette nuit, il fera une obscurité totale dans cette maison. Faites attention à ne pas trébucher et vous casser une jambe dans le noir. En entendant ces mots, Corentin a définitivement perdu courage. Il s'est effondré sur les marches de l'escalier. S'essuyant le visage avec la manche de sa chemise, il a gémi pitoyablement. Mais comment on peut vivre ici? C'est la fournaise, on est dans le noir complet, il n'y a pas d'eau, et même pas Internet. Je préfère encore 1000 fois retourner dans notre trou à rats, que de rester dans cet enfer. Céline est sortie des toilettes. Son visage était barbouillé de traces de maquillage noir, ses cheveux étaient complètement emmêlés. Maman, je n'en peux plus, a-t-elle gémi d'une voix larmoyante. Partons d'ici. Encore 10 minutes, et je vais m'évanouir.
La canicule va bousiller toute ma peau. Je regardais ce misérable trio, et je me suis fait la réflexion suivante. Ces parasites sont incapables de supporter la moindre difficulté matérielle de la vie quotidienne. Et pourtant, ils rêvaient de s'emparer de mon manoir pour mener une vie de château. C'est un fait indéniable, ceux qui ont pris l'habitude de vivre au crochet des autres, sans jamais fournir le moindre effort, ne brillent pas par leur capacité de résistance face à l'adversité. Thérèse a balayé du regard cette immense bâtisse. Elle s'était transformée en une véritable cage de verre surchauffée. Elle éprouvait de profonds regrets de devoir abandonner ce luxe apparent, mais la chaleur accablante était en train de la consumer à petit feu. Elle s'est relevée avec difficulté, tentant de sauver les minces restes de sa dignité chancelante. « Très bien, pour l'instant, tu as gagné », a-t-elle craché. « Aujourd'hui, je n'étais pas préparée, alors je te pardonne temporairement. Mais ne t'avise surtout pas de croire que l'histoire s'arrête ici. Dès demain, je ferai appel à des électriciens et à des plombiers professionnels. Ils viendront tout rebrancher. C'est la maison de mon fils, bon sang, j'ai parfaitement le droit de faire ce qu'il me plaît ici. » J'ai arboré un large sourire. Bien sûr, Thérèse. Vous pourrez faire tout cela. À la stricte condition de présenter les actes de propriété officiels, nécessaires à l'établissement de nouveaux contrats auprès des services publics. Quant à un éventuel raccordement sauvage ou illégal, vous n'êtes pas sans savoir que la loi prévoit des amendes colossales, allant jusqu'à des poursuites pénales particulièrement lourdes. Thérèse a poussé un reniflement de dédain. Elle s'est tournée vers ses enfants, pour donner son ordre. « Allez, on s'en va. L'air est devenu irrespirable ici. L'aura maléfique de cette sorcière est beaucoup trop pesante pour moi, j'étouffe. Nous mettrons au point une nouvelle stratégie une fois rentrés à la maison. » Ils se sont traînés vers la sortie, la tête basse, adoptant l'attitude résignée de soldats vaincus. Cependant, je n'avais pas la moindre intention de les laisser s'en tirer à si bon compte. Il me restait un ultime coup psychologique à asséner. Un coup de grâce, indispensable pour qu'ils n'osent plus jamais mettre les pieds sur mon territoire. Au moment précis où la famille Dubois atteignait la porte d'entrée, s'apprêtant à franchir le seuil, je les ai interpellés. « Attendez une seconde, avant de partir. Jetez donc un coup d'œil à ce mur. » J'ai tendu le doigt en direction du mur immaculé, situé juste en face de l'entrée. J'y avais soigneusement scotché une feuille de format A4. Dessus, imprimé en énormes lettres majuscules d'un rouge écarlate, on pouvait lire ce message très clair. Propriété privée. L'accès non autorisé, ainsi que toute dégradation matérielle, sont formellement interdits. Le moindre dommage, y compris une simple éraflure sur ce mur, sera immédiatement considéré comme une détérioration volontaire de biens privés. Des poursuites judiciaires seront systématiquement engagées. Corentin a plissé les paupières, pour déchiffrer le texte à voix haute. Ensuite, il m'a toisé avec un mépris non dissimulé. Tu crois vraiment faire peur à qui que ce soit, avec ton petit bout de papier? Si l'envie m'en prend, je peux taguer tout ton mur. Qu'est-ce que tu pourras bien y faire, hein? J'ai avancé d'un pas vers l'avis imprimé, puis j'ai pointé mon doigt vers le plafond. Un minuscule point noir s'y trouvait, clignotant avec une petite lumière rouge. Regarde d'un peu plus près, mon cher Corentin. Ce que tu vois là-haut, c'est une caméra de vidéosurveillance de toute dernière génération, avec une alimentation autonome. Elle fonctionne en continu, sans avoir besoin d'être branchée sur le secteur. Les données enregistrées sont envoyées en temps réel sur les serveurs ultra sécurisés de la société de gardiennage, ainsi que directement sur mon smartphone. La qualité de l'image est exceptionnelle. Elle filme en résolution 4K. Je peux distinguer chaque pore de la peau sur vos visages de fouineurs. J'ai marqué un temps de pause, observant avec délectation la décomposition de leurs traits, puis j'ai repris mon discours d'un ton glacial et tranchant. Je viens tout juste de faire rénover l'intégralité des murs et des parquets de ce manoir. Je prépare la maison pour la mettre en vente sur le marché de l'immobilier de luxe. Le coût total des travaux de rénovation s'élève à 50 000 €. Si l'un de vous a le malheur de rayer le parquet,
De salir cette peinture, ou de briser ne serait-ce qu'une vitre, je fournirai immédiatement les enregistrements vidéo aux autorités. Je ferai dresser un constat d'huissier, et je vous traînerai devant les tribunaux pour dégradation volontaire de biens privés. À ce moment-là, non seulement vous serez condamné à rembourser des dizaines de milliers d'euros de dommages et intérêts, mais vous risquerez également de faire un séjour en prison. Corentin, dis-moi, tu sais à quel point il est difficile de trouver un travail décent quand on a un casier judiciaire long comme le bras, n'est-ce pas? Au seul son des mots milliers d'euros et prison, le visage de Corentin a perdu toutes ses couleurs. Il a vivement retiré sa main, et n'a plus jamais osé effleurer la surface du mur. Céline, de son côté, s'est blottie contre sa mère. Elle fixait la caméra avec des yeux effarouchés, comme si elle regardait un monstre terrifiant. Thérèse, bien qu'elle bouillonne intérieurement d'une rage folle, a été prise de panique. C'était une femme d'une avarice maladive. Elle ne voulait pas se séparer d'un seul centime, alors l'idée de devoir payer des dizaines de milliers d'euros l'effrayait plus que la mort. Elle m'a lancé un ultime regard foudroyant. Puis, elle a saisi brusquement ses 2 enfants par le bras, et les a traînés vers la sortie avec une hâte non dissimulée. On fiche le camp d'ici. Ne cherchez plus d'histoire avec cette grande folle. On verra bien, le bon Dieu voit tout ce qui se passe. Ta mesquinerie te retombera dessus un jour, ma petite, tu peux en être sûre. Je suis restée plantée là, les bras croisés, à les regarder fuir la queue entre les jambes. J'avais le cœur incroyablement léger. Je leur ai crié dans le dos, avec une ironie mordante. Je vous remercie pour votre sollicitude. Sachez que moi aussi, je crois fermement à la loi du karma, celui qui sème le vent, récolte inévitablement la tempête. Allez, bon voyage. Il fait très chaud dehors, alors faites bien attention à ne pas attraper une insolation. Près de la grille d'entrée, les chauffeurs et les déménageurs patientaient toujours, assis à l'ombre bienfaisante des grands arbres. Lorsqu'ils ont vu la famille revenir vers eux les mains totalement vides, ils ont froncé les sourcils, perplexes. L'un d'eux a demandé. « Alors, vous ne déménagez plus? Qu'est-ce qu'on fait de toutes les affaires qui sont dans la benne? On vous ramène tout à la case départ ?» Thérèse, déjà à cran et folle de rage, a aboyé sa réponse. « De quel déménagement vous parlez? C'est impossible de vivre dans ce taudis sans eau ni électricité. Rembarquez tout ça, et on retourne d'où on vient. » Le grand chauffeur, un homme costaud et buriné par le soleil, a sauté du marchepied de son camion. Il s'est posté juste devant elle, lui barrant le passage. Et, oh, la petite dame, vous vous entendez parler, là? Ce matin, vous nous avez embauchés pour transporter vos affaires jusqu'ici. Maintenant, vous voulez qu'on fasse le trajet en sens inverse. Très bien, mais comment allez-vous payer la facture? Ça fait plus de 2 heures qu'on marine ici, en plein soleil. Les heures d'attente imprévues, ça se paie aussi. Faisons les comptes, le trajet aller, le trajet retour, et le temps d'attente. Ça vous fera un total de 200 euros. Payez ce que vous nous devez, et on démarrera les camions. En entendant le chiffre de 200 euros, Thérèse est montée dans les tours. Pardon? 200 euros? Mais vous êtes des voleurs, ma parole. Demander une somme pareille pour un trajet aussi court, c'est de l'extorsion. Je n'ai pas cette somme sur moi. Je vous donne 50 euros, c'est à prendre ou à laisser. Si vous refusez, foutez le camp. Ah, c'est comme ça? Vous avez décidé d'arnaquer d'honnêtes travailleurs? Le grand chauffeur a fait un pas menaçant dans sa direction. Les autres déménageurs, le visage fermé, ont commencé à encercler le trio, prenant une posture ouvertement intimidante. Je me tenais discrètement dans la cour intérieure. J'observais toute cette scène burlesque à travers l'entrebâillement du portail, incapable de réprimer un léger rire de jubilation. Il semblait que Thérèse s'apprêtait à recevoir une leçon supplémentaire. Et cette fois-ci, elle allait apprendre à ses dépens qu'il ne faut jamais, au grand jamais, mépriser le travail d'autrui. Le soleil cuisant de 15 heures rendait l'air lourd et poisseux, mais la tension émanant de la dispute était encore plus étouffante. Les chauffeurs et les manutentionnaires, une demi-douzaine d'hommes robustes et bronzés, encerclaient de près le trio du bois.
Ces travailleurs avaient patienté plusieurs heures en plein soleil, l'estomac vide, et tiraillés par la soif. Ils étaient définitivement à bout de patience. Lorsqu'ils ont compris qu'il faudrait faire le trajet en sens inverse, et cela pour un salaire dérisoire, leur colère a explosé. Le chauffeur, prénommé Marcel, un homme imposant avec des bras couverts de tatouages, s'est avancé vers Thérèse. Il a tiré une longue bouffée de sa cigarette, a recraché la fumée, et a lâché d'un ton menaçant. « Vous avez de l'humour, la petite dame. Vous croyez que nos camions roulent à l'eau de source ? Le prix de l'essence flambe, les routes sont payantes, et le boulot de déménageur, c'est fait de sueur et de fatigue. On s'était mis d'accord sur 70 € par camion pour l'aller simple. Avec 2 camions, ça fait 140 €. Là, vous exigez qu'on fasse le trajet retour. C'est une course supplémentaire. Ajoutez à cela l'attente en plein soleil. Je suis d'une gentillesse absolue en vous réclamant seulement 200 € pour la totalité. Alors, arrêtez de faire des manières, et payez. » Thérèse était morte de peur. Mais son avarice chronique, couplée à sa vieille habitude de toujours rabaisser les plus faibles, l'a poussée à riposter. « Vous croyez pouvoir me dévaliser en plein jour ? Les camions n'ont pas roulé, ils sont restés stationnés ici. Je ne paierai que pour le trajet effectué jusqu'à cette maison. 50 €, c'est déjà largement suffisant. Prenez votre billet et dégagez, sinon j'appelle immédiatement la police. » En entendant le mot « police », les chauffeurs ont tous éclaté d'un rire tonitruant et sarcastique. Marcel a jeté son mégot par terre, puis l'a écrasé du bout de sa chaussure. Il s'est approché de Thérèse, s'imposant physiquement. Son ombre massive a totalement recouvert la vieille femme. « Vous voulez vraiment appeler les flics ? Allez-y, appelez-les. On verra bien de quel côté ils se rangeront, celui des travailleurs honnêtes, ou celui d'une escroc de bas étage. Écoutez-moi bien, la petite dame. Ça fait des années qu'on est dans ce métier. On en a vu des vertes et des pas mûres. Ne m'obligez pas à faire intervenir mes gars. Parce que si on en arrive là, ce n'est pas 200 € que ça vous coûtera. Ça sera 2000 €, et seulement pour payer vos frais médicaux à l'hôpital. » Corentin, voyant qu'on proférait des menaces claires à l'encontre de sa mère, a décidé d'intervenir. Il a retroussé ses manches, essayant de se donner l'air d'un caïd de quartier. « Eh, mon gars, calme ta joie. Ma mère est âgée, pas besoin de la terrifier comme ça. On va trouver un terrain d'entente pour l'argent. Pourquoi se prendre la tête ? » Marcel a fusillé Corentin du regard, avec une intensité terrifiante. « Et toi, t'es qui, au juste ? Tu veux jouer au justicier ? Je suis en train de causer à la propriétaire du chargement. Si tu as envie de régler l'addition pour ta chère maman, alors sors ton portefeuille. Si t'as pas un rond, tu fermes ta grande gueule, et tu recules gentiment. » Écrasé par l'autorité naturelle de Marcel, et remarquant que les déménageurs derrière lui serraient déjà des barres de fer dans leurs mains, Corentin s'est dégonflé d'un seul coup, tel un ballon de baudruche crevé. Il a reculé de 2 pas, en bafouillant pitoyablement. Je demandais juste qu'on reste tous calmes. » Thérèse a jeté un regard à son fils lâche, puis aux chauffeurs enragés. Elle a compris qu'elle venait de s'attaquer à des gens avec qui il ne fallait pas plaisanter. Son visage a blêmi. D'une main tremblante, elle a fouillé dans son corsage, pour en sortir un vieux porte-monnaie en tissu. Il contenait toutes ses économies, l'argent qu'elle gardait précieusement pour les coups durs, ou pour s'acheter de nouveaux meubles de luxe pour son « manoir de rêve ». Elle a commencé à compter les billets de 50 €. Ses mains tremblaient tellement qu'elle a failli faire tomber les billets par terre. Elle les a recomptés, encore et encore, avec un visage si torturé qu'on aurait dit qu'on lui arrachait un morceau de chair à vif. « Voilà les 200 €. Prenez-les, et ramenez toutes nos affaires. Et faites très attention. Si vous éraflez quoi que ce soit, je vous le ferai payer cher. » Voilà qui est beaucoup plus raisonnable, a répliqué Marcel, qui a recompté les billets avec une dextérité impressionnante, avant de ricaner avec mépris. La prochaine fois, quand on n'a pas les moyens, on évite de se la jouer grande bourgeoise en louant des camions de professionnels.
Leur argent en poche, les chauffeurs ont soudainement retrouvé leur bonne humeur. En sifflotant, ils ont grimpé dans les cabines et ont fait rugir les moteurs de leurs poids lourds. Une épaisse fumée noire d'échappement a enveloppé le pauvre trio du bois, qui est resté planté là, l'air complètement désorienté au beau milieu de la route. Je les regardais depuis l'intérieur de la cour, savourant pleinement cette délicieuse vengeance. C'était le prix à payer pour leur insatiable cupidité et leur manque de respect envers autrui. Mais la pièce de théâtre n'était pas encore terminée. Après le départ des camions, mon très cher beau-frère n'était pas au bout de ses surprises. Une fois que les camions ont disparu au coin de la rue, la famille Dubois a commencé à rassembler ses esprits pour partir. Thérèse marmonnait des malédictions à l'encontre des chauffeurs, pleurant la perte de ses précieux 200 €. Céline affichait un visage plus sombre qu'un ciel d'orage, son maquillage ayant définitivement fondu sous la chaleur. « Allez, on rentre, maman. J'en ai assez de cuire au soleil ici, » a dit Céline. « Retournons dans notre appartement. Damien a promis qu'il viendrait ce soir, pour régler le compte de cette Véronique. » Corentin a réajusté son pantalon, et s'est dirigé d'un pas lourd vers sa Mazda 3 rouge. Il l'avait garée avec arrogance en plein milieu de la cour du manoir, au moment où j'avais ouvert le portail. Il s'était glissé à l'intérieur, avec l'intention de pouvoir charger facilement les affaires de Damien par la suite. Il s'était comporté comme s'il était le maître des lieux. Corentin a sorti sa clé électronique, puis a pressé le bouton. La voiture a répondu par un clignotement de phare. Il a ouvert la portière et s'est installé au volant, avec la ferme intention d'allumer la climatisation à fond. Mais, au moment où il a appuyé sur l'accélérateur pour faire marche arrière, la voiture a tressailli. Elle est restée figée sur place, comme clouée au sol, malgré le vrombissement du moteur. Mais c'est quoi ce délire ? Corentin a passé la tête par la fenêtre, et son sang n'a fait qu'un tour. La roue avant de sa précieuse voiture était fermement emprisonnée par un sabot de Denver, un imposant dispositif de blocage jaune vif. C'était exactement le même genre d'équipement qu'utilisent les gestionnaires de parking privés ou la police municipale. « Maman, ils ont bloqué ma voiture », a-t-il hurlé. Thérèse et Céline ont accouru. Elles ont découvert ce cadenas jaune, qui scintillait d'un éclat presque moqueur sous les rayons du soleil. « Comment ça, bloqué ? Qui a osé bloquer la voiture de mon fils bien-aimé ?» a hurlé Thérèse. Elle a donné un grand coup de pied dans l'antivol en acier, et n'a réussi qu'à se faire très mal à l'orteil. C'est à ce moment-là que Corentin a remarqué un papier, collé avec du ruban adhésif sur le pare-brise. Il l'a arraché d'un geste rageur, puis a lu le contenu à voix haute. Avis d'infraction. Stationnement illicite sur une propriété privée. Votre véhicule a été immobilisé conformément aux règles de sécurité interne. Pour procéder à l'enlèvement du sabot et au règlement de l'amende forfaitaire, veuillez contacter le propriétaire des lieux. Le montant de l'amende sera fixé d'un commun accord. Attention! Toute tentative de retrait forcé du dispositif de blocage sera immédiatement qualifiée de détérioration volontaire de biens privés. Corentin a froissé le bout de papier dans son poing. Son visage a viré au violet, sous l'effet d'une rage incontrôlable. Il a levé les yeux vers le balcon du premier étage, où je me tenais toujours debout. J'avais les bras croisés, affichant un calme olympien. « Véronique, descends tout de suite. C'est quoi ce petit jeu pathétique ? Enlève ce foutu cadenas, je me casse d'ici », a-t-il vociféré. Je lui ai adressé un sourire plein de douceur, puis j'ai crié depuis mon perchoir. « Corentin, tu es bien étrange. Ceci est ma cour, c'est ma propriété privée exclusive. Tu es entré et tu t'es garé ici sans ma permission. J'ai donc fait immobiliser ton véhicule, dans le plus strict respect de la réglementation. Dans les centres commerciaux, ils appliquent exactement les mêmes méthodes. Va te faire voir. Ouvre-moi ça, ou je réduis ta maison en miettes, m'a-t-il menacé. Fais comme tu veux, mon grand. La caméra de sécurité filme absolument tout. Et pour ce qui est de ton cadenas, je suis désolé, mais je suis très occupé. J'ai pris un rendez-vous dans un institut de beauté. La clé du sabot est bien à l'abri dans le coffre-fort,
et moi, je dois partir. Laisse donc ta voiture ici pour l'instant. Quand j'aurai le temps, je reviendrai et je te l'ouvrirai. Oh, et sache que le stationnement de nuit, ici à Neuilly-sur-Seine, est facturé à un prix d'or. Compte environ 50 € la nuit. Commence déjà à préparer la monnaie. Sur ces mots, j'ai tourné les talons et j'ai quitté le balcon. Je les ai abandonnés à leur propre fureur, sous un soleil toujours aussi implacable. Je savais pertinemment qu'ils n'oseraient rien détruire. Ils étaient bien trop terrorisés à l'idée de devoir rembourser des dommages et intérêts. Et ils ne pouvaient pas non plus se résoudre à abandonner la voiture. C'était leur bien le plus précieux, même si, en réalité, elle avait été achetée à crédit, et immatriculée au nom de Damien. Je suis sorti par la porte de service, située à l'arrière du jardin, où un taxi m'attendait discrètement. Je suis monté à bord et je me suis éloigné, leur offrant ainsi le temps et l'occasion de méditer sur le respect de la propriété d'autrui. Après mon départ, l'atmosphère dans la cour est devenue encore plus suffocante. Thérèse s'était assise sur les marches brûlantes du perron, pleurant sur son triste sort et sur l'injustice de la vie. Céline s'était réfugiée dans l'habitacle de la voiture, mais elle a très vite dû couper la climatisation, pour éviter de siphonner tout le réservoir d'essence. Corentin, lui, tournait en rond autour du véhicule, tel une bête sauvage blessée. Il tentait désespérément de forcer la serrure du cadenas, mais toutes ses tentatives étaient vaines. Le sabot, forgé dans un acier trempé, enserrait la luxueuse jante en alliage avec une poigne de fer. « Bon sang, c'est impossible qu'on ne puisse pas l'ouvrir », a-t-il sifflé entre ses dents. Dans un élan de désespoir, il a tapé un numéro sur son téléphone, et a appelé un service de dépannage serrurerie. 20 minutes plus tard, un artisan serrurier d'un certain âge est arrivé sur les lieux. Il a examiné attentivement le dispositif de blocage, puis s'est redressé. « À qui appartient cette voiture ? Vous avez les papiers du véhicule, a-t-il demandé. C'est la voiture de mon grand frère. Les papiers sont chez lui, mais je vous jure que c'est notre voiture familiale. Allez, ouvrez-moi ça, je vous paierai un bon prix, a répondu Corentin. Le serrurier a lentement hoché la tête de gauche à droite. Impossible, mon petit gars. La règle d'or dans mon métier, c'est que le propriétaire officiel doit être présent, avec la carte grise. Et si cette voiture avait été volée ? Ou si elle était saisie pour dette ? C'est moi qui finirais en prison pour complicité. De plus, ce modèle de sabot, c'est de l'équipement haut de gamme, du matériel importé. Pour le faire sauter, il faut soit la clé codée spéciale, soit une grosse pince de désincarcération hydraulique. Si j'essaie de le forcer avec des outils standards, je vais abîmer la jante, c'est garanti. Corentin l'a supplié de toutes ses forces, mais le vieux professionnel est resté inflexible. Non, je ne veux pas me mêler de vos embrouilles. Cette affaire est beaucoup trop louche. Vous n'avez qu'à appeler le propriétaire des lieux, ou faire venir la police. Ayant rendu son verdict, l'artisan a rangé ses affaires et a repris la route. La dernière lueur d'espoir de Corentin venait de s'éteindre. Saisi d'une véritable crise de folie furieuse, il s'est emparé d'une lourde brique, qui traînait dans un coin du jardin. Il la brandit bien haut, prêt à frapper. « Je vais pulvériser ce maudit cadenas », a-t-il hurlé. « Mon fils, arrête, ne fais pas ça. Tu vas abîmer la carrosserie », a hurlé Thérèse en se levant d'un bond. Mais Corentin n'avait plus toute sa tête. Rendu fou par la colère, il a abattu la brique de toutes ses forces sur le cadenas en acier. Un craquement assourdissant a retenti. La brique a explosé en 1000 morceaux sous la violence du choc. Mais le cadenas, lui, est resté intact, ne portant qu'une égratignure superficielle. En revanche, le coup de Corentin avait légèrement dévié de sa trajectoire. Il avait violemment percuté la carrosserie de la Mazda, y laissant un enfoncement spectaculaire et arrachant la peinture sur plusieurs centimètres. La jante en alliage, hors de prix, s'était fissurée sous l'impact. Corentin a laissé tomber ses bras le long de son corps, contemplant le désastre qu'il venait de provoquer. Son visage est devenu blanc comme un linge. Céline a passé la tête par la fenêtre de la voiture et a poussé un cri d'orfraie. « Corentin, mais t'es complètement malade ou quoi ?
Tu as détruit la voiture. Damien va te massacrer quand il verra ça. Corentin s'est écroulé lourdement sur le sol, prenant sa tête entre ses mains. Il était plongé dans un désespoir abyssal. Sa force brute, tout comme son incroyable arrogance, s'était révélée totalement impuissante face à l'intransigeance de la loi, et face à mes calculs froids et méthodiques. La nuit commençait à tomber. Thérèse a posé son regard sur son fils effondré, sur la voiture endommagée, puis sur le ciel qui s'assombrissait. Elle a enfin compris qu'ils étaient tous les trois englués jusqu'au cou. Ils étaient pris au piège dans une machination qu'ils avaient eux-mêmes déclenchée. Finalement, après les multiples appels téléphoniques larmoyants de sa mère, Damien a fini par pointer le bout de son nez. Il est sorti d'un taxi. Il empestait l'alcool et bouillait de colère. En découvrant sa famille, pitoyablement recroquevillée près des grilles, il a poussé un véritable rugissement. Quelle garce! Elle a osé humilier ma famille de cette façon. Il a foncé vers le coffre de la Mazda, pour en extraire une lourde batte de baseball en métal, puis s'est précipité vers la porte d'entrée de la maison. À ce moment précis, j'étais déjà de retour. J'avais pris soin d'allumer toutes les lumières, dans chaque pièce. Le manoir brillait de mille feux, telle une forteresse imprenable. Damien, prenant son élan, a frappé le verre blindé de la porte d'entrée avec une force inouïe. Un bruit sourd, d'une grande violence, a retenti dans la nuit. Mais le verre blindé, fidèle à sa réputation, n'a pas cédé. « Véronique, sors de là. Sors de ton trou, espèce de lâche, viens me parler en face. Tu crois vraiment que je ne suis pas capable de démolir ta baraque » hurlait-il comme un dément. Je suis apparu sur le balcon du premier étage, mon téléphone portable braqué sur lui. Je diffusais la scène en direct, via les réseaux sociaux. Mon compte était particulièrement suivi, et des milliers d'abonnés assistaient, ébahis, à ce triste spectacle. J'ai pointé l'objectif de ma caméra droit sur Damien. Chers amis, je vous invite à admirer Monsieur Damien Dubois, le grand directeur de l'entreprise N. Regardez donc comment ce brillant homme d'affaires se comporte avec son ex-femme. Il me menace avec une arme contondante, et il vandalise ma propriété privée. En s'apercevant qu'il était filmé, Damien a redoublé de fureur. Qu'est-ce que tu filmes, là? Coupe cette caméra tout de suite, ou je monte te fracasser ton téléphone. Tu crois sincèrement que tu m'intimides? Je suis ton mari, et cette maison m'appartient. Damien, nous sommes officiellement divorcés. Le jugement a été prononcé et il est définitif. Vous n'êtes plus qu'un parfait inconnu, un individu qui s'est introduit illégalement sur ma propriété et qui profère des menaces de mort à mon encontre. Il y a des milliers de témoins qui vous regardent en ce moment même. Avez-vous réellement envie de réduire votre réputation professionnelle en cendres? Il s'est figé l'espace d'un instant, mais sa colère alcoolisée a pris le dessus. Il a de nouveau levé sa batte de baseball, prêt à frapper. Je m'en contrefiche. Rends-moi mon argent. Rends-moi les 50 000 € que tu m'as forcé à te signer. C'est alors qu'une voix calme, mais chargée d'une profonde autorité, s'est élevée depuis l'entrée du domaine. Damien, je vous conseille vivement de vous calmer immédiatement, à moins que vous ne souhaitiez passer la nuit en cellule de dégrisement. C'était mon avocat, Maître Laurent. Il était accompagné de 2 gardes du corps, à la carrure impressionnante. T'es qui, toi? A grogné Damien. T'es l'avocat de cette folle? Dégage de là. Te mêle pas de nos affaires de famille. Maître Laurent s'est interposé avec assurance, se plaçant entre Damien et la porte d'entrée. Je suis le conseil juridique de Madame Véronique. Sachez que l'intégralité de vos actes a été captée par le système de vidéosurveillance, et qu'ils sont actuellement diffusés en direct sur Internet. Si vous avez le malheur de briser cette vitre, vous ferez l'objet de poursuites pénales pour dégradation volontaire de biens privés. La peine maximale encourue est de 3 ans d'emprisonnement. À cela, s'ajouteront les chefs d'inculpation de menaces de mort réitérées, et de troubles manifestes à l'ordre public. Souhaitez-vous vraiment que j'appelle une nouvelle fois les forces de l'ordre? Damien a lentement baissé sa batte. Avocat ou pas, je m'en fiche.
C'est moi qui vais vous traîner en justice pour escroquerie. Maître Laurent a esquissé un fin sourire. Il a ouvert son attaché-caisse et en a sorti un dossier particulièrement volumineux. C'est parfait. Nous attendons votre plainte avec la plus grande impatience. Mais, avant de faire cela, je vous invite à examiner ceci. Il a présenté la première page du document sous les yeux de Damien. Il s'agissait de photographies, d'une netteté accablante. On y voyait clairement Damien, enlaçant tendrement une jeune femme dans le hall d'un hôtel de luxe parisien. Sur une autre photo, il s'enregistrait à la réception, puis signait la facture de la chambre. L'expression sur le visage de Damien s'est décomposée en une fraction de seconde. Où avez-vous eu ça? Vous avez engagé un détective pour me suivre? Ce sont les preuves irréfutables de votre adultère, au cours de votre mariage. Mais ce n'est pas tout. Je vous invite également à consulter ses relevés bancaires. Damien a tourné la page d'une main tremblante. Sous ses yeux écarquillés défilaient des lignes de chiffres, et des transactions méticuleusement surlignées au marqueur jaune. Virement bancaire au bénéfice de Thérèse Dubois, d'un montant de 10 000 €. Motif indiqué, dépenses pour maman. Virement au bénéfice de Corentin Dubois, pour un montant de 20 000 €. Motif, aide financière pour mon frère. Retrait d'espèces au distributeur, atteignant un cumul de 20 000 €. Ce qui nous amène à un total exact de 50 000 €, a énoncé Maître Laurent, d'une voix claire et assurée. Ces fonds ont été frauduleusement soustraits par vos soins, juste avant l'introduction de la procédure de divorce. Il s'agit de sommes appartenant à la communauté de biens du couple. Vous avez transféré cet argent en secret à vos proches, et vous l'avez dilapidé pour éponger les dettes de jeu de votre frère. Tout cela, bien évidemment, sans le consentement explicite de votre épouse. Ceci constitue une violation gravissime des dispositions du Code civil. Cet argent, c'est mon fils qui l'a gagné à la sueur de son front. C'est lui qui me l'a donné de son plein gré. Où est le problème, est intervenue Thérèse, d'un ton offusqué. Madame, aux yeux de la loi française, et sous le régime de la communauté, les revenus perçus durant le mariage appartiennent aux deux époux, à parts égales. Monsieur Damien n'avait aucunement le droit de disposer d'une somme aussi importante, de manière unilatérale. Dans le jargon juridique, cela s'appelle un recel de communauté. Nous avons rassemblé toutes les preuves accablantes, et l'assignation en justice est déjà rédigée. Maître Laurent s'est tourné vers Damien, pour lui asséner le coup de grâce de cette confrontation. Monsieur Dubois, deux options s'offrent à vous. La première, vous restituez à Madame Véronique la moitié de cette somme évaporée, soit 25 000 €, majorée des intérêts légaux en vigueur. La seconde, nous déposons une plainte officielle contre vous, pour fraude, recel et non-respect des obligations du mariage. Avec un dossier aussi solide, impliquant de tels montants, quelle décision pensez-vous que le juge aux affaires familiales prendra? Êtes-vous réellement disposé à perdre votre réputation, votre poste de directeur général, et, très probablement, votre liberté? Damien s'est figé. La lourde batte de baseball a glissé de ses mains, et a heurté le sol en dalles de pierre avec un bruit sourd. Il venait de comprendre que ce n'étaient pas des menaces en l'air. L'argent, il l'avait déjà remis à sa mère pour qu'elle s'achète des bijoux en or, et à son frère pour rembourser ses créanciers peu fréquentables. Où allait-il bien pouvoir trouver 25 000 €, là, maintenant? Vous me mettez un couteau sous la gorge, a-t-il murmuré, la gorge nouée. J'ai haussé la voix, depuis mon balcon, pour que tout le monde m'entende bien. Personne ne te met de couteau sous la gorge. Je réclame simplement que justice soit faite. Tu t'es comporté comme un misérable avec moi, alors que tu te montrais incroyablement généreux avec tes maîtresses et ta famille. L'heure de régler l'addition a fini par sonner. Vous disposez d'un délai de réflexion de 24 heures, a conclu Maître Laurent avec fermeté. Pour l'instant, je vous ordonne, à vous ainsi qu'à votre famille, de quitter sur le champ la propriété privée de ma cliente. Dans le cas contraire, j'appellerai immédiatement les forces de police. Damien a réalisé qu'il avait totalement perdu la partie. Il a baissé la tête, et a grogné une instruction à sa famille.
Allez, on se tire. Arrêtez de faire votre cirque, on s'en va. Ils se sont éloignés à pas lents, traînant des pieds, et laissant derrière eux la Mazda immobilisée dans la cour. Leur silhouette projetée par les lampadaires s'allongeait sur le trottoir, offrant un spectacle à la fois pitoyable et terriblement solitaire. J'ai mis fin à la diffusion en direct sur mon téléphone, puis j'ai poussé un immense soupir de soulagement. Cette première manche, je l'avais remportée haut la main. Pourtant, je savais intimement que leur avidité, tout comme leur rancune tenace, ne s'arrêterait pas en si bon chemin. La menace la plus sérieuse venait de Céline. Cette belle-sœur particulièrement sournoise n'avait pas encore abattu toutes ses cartes. J'étais parfaitement consciente que leur retraite silencieuse ne marquait pas un véritable repentir. C'était simplement le calme pesant, qui précède toujours une nouvelle tempête. Après avoir accompagné mon avocat, j'ai activé le système de sécurité de la maison à son niveau d'alerte maximum. Confortablement installé dans le grand salon, les yeux fixés sur les écrans de contrôle des caméras, j'ai commencé mon attente. Quelque part dans les environs, probablement attablés dans la pénombre d'un café miteux, les membres de la famille de Damien échafaudaient déjà de nouveaux complots. C'est grâce aux déclarations que Céline a faites plus tard à la police, que j'ai pu reconstituer la scène. Damien était affalé sur sa chaise, la tête enfouie dans ses mains, l'air totalement vaincu. Thérèse n'arrêtait pas de gémir sur les milliers d'euros qui venaient de lui filer entre les doigts. Il n'y avait que Corentin et Céline pour refuser de s'avouer vaincus. Zubar, cette voiture, c'est mon image de marque, c'est mon gagne-pain. Se lamentait amèrement Corentin. Et en plus, j'ai laissé la carte grise dans la boîte à gants. Un rictus machiavélique a étiré les lèvres de Céline. Eh bien, ça nous simplifie grandement la tâche. Damien est complètement ivre, il ne nous sert plus à rien ce soir. Cette nuit, c'est moi qui vais m'en occuper. Je vais m'introduire là-bas, et je récupérerai les papiers du véhicule. Une fois qu'on aura la carte grise, on pourra rappeler le serrurier pour faire sauter le cadenas. Ou bien, on ira direct chez les flics pour porter plainte pour rétention illégale de véhicule. Mais comment vas-tu faire pour entrer ? Les murs de clôture sont immenses, s'est alarmée Thérèse, gagnée par l'angoisse. Maman, détends-toi. J'ai bien observé les lieux tout à l'heure. À l'arrière de la propriété, le mur donne directement sur un vieux terrain vague. Et juste à côté de ce mur, il y a un vieil érable. Ce sera un jeu d'enfant d'y grimper pour passer de l'autre côté. Véronique vit toute seule maintenant, elle doit certainement déjà dormir à point fermé. Quant à son système d'alarme, c'est sûrement juste pour faire de la figuration. Je vais sauter le mur ? Je récupère les papiers dans la voiture, et je repars incognito. Et puis, au passage, je jetterai un œil dans le jardin. Qui sait, elle a peut-être oublié des objets de valeur dehors. Corentin a opiné du chef, visiblement emballé par l'idée. C'est un plan génial. Tu es petite et super agile, c'est la mission parfaite pour toi. Moi, je ferai le guet dans la rue. Ils avaient fait une grave erreur en me sous-estimant. Cette nuit-là, aux alentours de minuit, une ombre furtive s'est dessinée sur le moniteur de la caméra qui surveillait le jardin arrière. C'était Céline. Après avoir escaladé le mur d'enceinte, elle s'est laissée tomber lourdement sur la pelouse. Un sourire est apparu sur mes lèvres. La petite souris venait de se jeter, la tête la première, dans la souricière. À l'instant même où la semelle de ses chaussures a effleuré l'herbe du jardin, les détecteurs de mouvement se sont déclenchés. Une puissante sirène d'alarme s'est mise à hurler à s'en percer les tympans. Simultanément, de puissants projecteurs ont balayé la cour, inondant le jardin d'une lumière aveuglante. Céline s'est pétrifiée, totalement prise de panique. Aveuglée par les projecteurs et paralysée par la terreur, elle a tenté de remonter sur le mur. Mais ses jambes, flageolantes de peur, ont refusé de la porter, et elle s'est écroulée au sol. L'équipe de sécurité de la résidence est intervenue en moins de 2 minutes. J'ai déclenché l'ouverture automatique du portail, grâce à mon application. Je me suis avancée dans le jardin. Céline était affalée sur l'herbe. Juste à côté d'elle, sur le gazon, étaient éparpillés ses outils de cambrioleuse,
une grosse pince coupante et un couteau à cran d'arrêt. Les agents de sécurité n'ont eu aucun mal à la maîtriser et à lui passer les menottes. Je cherchais juste mon petit chat, je me suis perdue, balbutiait-elle, complètement affolée. Tu cherchais ton chat en pleine nuit, armé d'une pince coupante et d'un couteau suisse? Ai-je lancé, avec un sarcasme mordant. Tu avais l'intention de l'opérer sur place, peut-être? En croisant mon regard, Céline a immédiatement compris qu'elle était faite. De son côté, Corentin, entendant les hurlements de la sirène d'alarme, avait pris ses jambes à son cou avec une lâcheté effarante. Il avait abandonné sa petite sœur à son triste sort. Les forces de l'ordre ne tardèrent pas à arriver sur les lieux. Encore cette famille? A soupiré le capitaine Martin, d'un air las. L'après-midi, ils font un scandale dans la rue, et la nuit, ils se transforment en cambrioleurs. Emmenez-la au poste. Céline, en pleurs, m'implorait de la tirer d'affaire. Belle-sœur Véronique, je vous en supplie, pardonnez-moi. Je vous jure que je ne recommencerai jamais. Je lui ai tourné le dos, d'un mouvement lent et glacial. Dis-moi, Céline, quand tu escaladais mon mur d'enceinte pour venir me voler, tu pensais vraiment à nos liens de parenté? Dorénavant, c'est la justice qui s'occupera de ton cas. Les policiers l'ont embarqué dans leur véhicule. J'ai regardé la voiture de patrouille s'éloigner dans la nuit, sans ressentir la plus infime once de compassion. La leçon que je leur donnais était d'une sévérité implacable, mais elle était d'une justesse absolue. Dès le lendemain matin, Thérèse et Damien se trouvaient dans le bureau du commissariat. Ils me suppliaient, les larmes aux yeux, de retirer ma plainte contre Céline. Mon ancienne belle-mère s'est carrément jetée à mes pieds pour m'implorer. Véronique, ma chère fille, pardonne-nous. Aie pitié de notre pauvre Céline. Elle est jeune, elle a agi par stupidité. Je t'en prie, ne détruis pas sa vie. Véronique, j'ai eu tort sur toute la ligne, a ajouté Damien, la voix rauque. Demande-moi tout ce que tu veux, mais par pitié, retire cette plainte. Mon avocat, avec le calme imperturbable qui le caractérise, a exposé clairement nos conditions. Madame Véronique acceptera de retirer sa plainte, à la condition sine qua non que vous respectiez plusieurs engagements. Premièrement, vous vous engagez par écrit à ne plus jamais vous approcher d'elle, ni de son domicile, ni de son lieu de travail. Deuxièmement, vous devrez lui verser une compensation pour le préjudice matériel et moral subi. Quel est le montant de cette compensation? A demandé Damien, l'angoisse perceptible dans la voix. La somme est fixée à 5 000 €, a répondu froidement maître Laurent. Ce montant inclut les frais de réparation du mur de clôture, le renforcement du système de télésurveillance, ainsi que mes honoraires d'avocat. Ce virement bancaire devra être effectué dès aujourd'hui. En entendant ce chiffre, Thérèse a failli s'évanouir pour de bon. Mon Dieu! Mais où voulez-vous qu'on trouve une telle somme? C'est du vol organisé. Thérèse, ai-je répondu avec calme et fermeté. La liberté de votre fille a un prix, et ce prix est de 5 000 €. Si vous refusez de payer, alors ce sera à un juge de trancher son sort. Damien, les mâchoires crispées de rage, n'a eu d'autre choix que d'accepter. Il a passé des dizaines d'appels à ses amis pour leur emprunter de l'argent. Il a même dû mettre sa précieuse montre Rolex en gage, afin de rassembler les fonds nécessaires. Lorsque la confirmation du virement est enfin apparue sur mon compte en ligne, il s'est effondré sur sa chaise, vidé de toute énergie. Les autorités ont fini par lâcher Céline. La famille Dubois a quitté le commissariat en traînant les pieds, la tête baissée, totalement anéantie. J'ai pris la décision de faire don de ces 5 000 € à une association d'aide à l'enfance. À la suite de cette épreuve, la famille de Damien s'est retrouvée dans une situation de faillite personnelle totale. Criblés de dettes jusqu'au cou, ils ont été contraints de quitter la région parisienne. Pour déménager leurs maigres biens, ils ont loué une vieille camionnette Renault, totalement délabrée. À la sortie de la ville, ils ont été interceptés par une patrouille de gendarmerie. Vos papiers, s'il vous plaît. Votre véhicule est manifestement en surcharge, et le contrôle technique semble largement dépassé.
Après vérification, il s'est avéré que le contrôle technique était périmé depuis plus de 6 mois. Nous n'avons pas d'autre choix que de dresser une contravention, et d'immobiliser votre véhicule sur le champ, a déclaré le gendarme avec une grande sévérité. L'amende s'élève à 135 €, et vous risquez une suspension de votre permis de conduire. Vous devez faire appel à un autre véhicule pour transborder vos affaires. En entendant la sanction tomber, Damien a vacillé, manquant de s'évanouir sur le bas-côté. Thérèse a bien tenté de rejouer la scène de la pauvre victime, mais cette fois-ci, les gendarmes n'ont montré aucune pitié. La vieille camionnette a été emportée par une dépanneuse. La famille tout entière, les 4 membres, s'est retrouvée abandonnée sur le bord d'une route nationale poussiéreuse, encerclée par un tas misérable de cartons et de baluchons. La pluie a commencé à tomber. Corentin, contemplant les ballots de vêtements qui prenaient l'eau, sa mère en larmes, et son frère totalement désemparé, s'est assis dans l'herbe mouillée. Il s'est mis à sangloter bruyamment, comme un petit enfant. C'est leur immense cupidité, et leur mépris flagrant des lois, qui les avaient conduits tout au fond de l'abîme. 3 mois plus tard, ma vie avait repris un cours paisible et harmonieux. J'ai remporté le procès concernant les fonds détournés. Le juge a fermement condamné Damien à me rembourser la somme de 25 000 €. Pour pouvoir honorer cette dette, il a dû se séparer de son appartement, situé dans une luxueuse résidence, qu'il remboursait encore à crédit. Après avoir réglé les banques et me versé mon dû, il s'est retrouvé complètement ruiné. Il a dû partir s'installer en province avec sa mère, dans une vieille maison de campagne appartenant à des membres éloignés de leur famille. Corentin, quant à lui, vivait caché pour échapper aux créanciers véreux, qui le traquaient pour ses dettes de jeu. Céline, dont la réputation était désormais entachée, n'a jamais pu retrouver un emploi digne de ce nom. Elle a fini par accepter un poste de couturière à la chaîne, dans une usine de sa ville natale. En ce qui me concerne, une fois l'argent récupéré, j'en ai fait don, en grande partie, à une fondation caritative venant en aide aux orphelins et aux personnes âgées isolées. Avec le reliquat de cette somme, j'ai réalisé un rêve qui m'habitait depuis longtemps, je suis parti pour un grand tour d'Europe. J'ai flâné dans les rues de Paris, j'ai navigué sur les canaux de Venise, et j'ai admiré les merveilles de Rome. Ces merveilleux voyages ont pansé les plaies de mon âme, et m'ont permis de me retrouver moi-même. À mon retour à Neuilly-sur-Seine, j'ai offert une nouvelle jeunesse à mon manoir. J'ai repeint les murs dans des teintes crème, douces et chaleureuses. J'ai remplacé les anciens meubles par une décoration moderne, élégante et minimaliste. Et dans le jardin, j'ai créé une magnifique roseraie. Ce soir, je suis installée sur ma terrasse, dégustant tranquillement une infusion à la camomille, tout en admirant le soleil qui se couche lentement sur la Seine. Une brise légère fait délicatement danser le tissu de ma robe en soie. Mon âme est empreinte d'une sérénité absolue, et d'une légèreté exquise. Pas la moindre trace de regret pour le passé ne vient assombrir mes pensées. Le douloureux chapitre de mon mariage raté, ainsi que la bataille acharnée pour sauver ma maison, sont définitivement clos. Ce fut une leçon redoutable et sans concession sur la force du karma, sur l'importance de l'estime de soi, et sur la valeur inestimable de l'indépendance. Je souris doucement, et j'éprouve une sincère gratitude envers le destin, pour toutes les épreuves qu'il a semées sur ma route. C'est grâce à ces obstacles que j'ai pu révéler ma véritable nature, celle d'une femme forte, indépendante, et profondément heureuse. Le bonheur ou le malheur d'une femme, c'est le fruit de ses propres choix et de ses propres batailles, ce n'est jamais un cadeau offert par quelqu'un d'autre. Et moi, pour écrire mon histoire, j'ai fait le choix d'une fin heureuse.